David Lean, c'est quelqu'un, son lit de mort, discute, est avec Bormann, il sait qu'il est en train de mourir. Et quand Bormann veut le quitter, après avoir parlé, ils ont parlé de cinéma. Lean le retient et lui dit « Nous avons fait un métier extraordinaire. Nous avons fait des films. » Et Bormann dit « Oui, mais ils ont essayé de nous en empêcher. » Et Lean dit « C'est vrai, mais on a gagné. » Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. Et quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul. C'est mon génie. Elle vous dit de rester tranquille. Elle va enlever les sangsues de votre dos. Qu'est-ce qu'une gentille fille comme toi fait dans un endroit comme celui-ci? Je vous apprendrai à dire ça en siamois, si vous voulez. Non, merci, ça gâcherait tout. C'est toujours les paroles qui gâchent tout. Qu'est-ce qu'il a, cet appareil, Joyce? Je ne sais pas, mon commandant. Il en a pris un sacré coup. Tout ce que je reçois est très faible. Je vais vous dire ce qu'il a, moi. Il est mouillé, moisi, rongé, pourri. Comme tout dans cette saloperie de jungle. Il faut aussi bien de bagarrer. Radio Tokyo prend congé de vous. Le plus amical de vos ennemis vous recommande de ne pas vous en faire et de ne jamais vous porter volontaire. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui est avec nous aujourd'hui pour une émission spéciale que nous voulions faire depuis bien longtemps, je crois. Et nous en avons l'occasion cette semaine grâce encore une fois à Jean-Baptiste Torret, qui n'est pas invité malheureusement, mais qui nous propose dans sa collection Make My Day chez Studio Canal le DVD et Blu-ray du Mur du son de David Lean, un film qui date du début des années 50 et qui donne l'occasion de revenir un petit peu quand même sur la carrière du bonhomme et ce qu'il a provoqué chez nous. On va essayer de faire plutôt court, contrairement à ses films, contrairement à sa biographie. D'ailleurs, en l'espace d'une heure, de revenir comme ça sur la carrière d'un bonhomme et à quel point il nous a touchés. I carry 23 great wounds, all got in battle. 75 men have I killed with my own hands in battle. I scatter, I burn my enemies' tents. I take away their flocks and herds. The Turks pay me a golden treasure, yet I am poor. Because I am a river to my people. Is that service? And yet now it seems Auda has grown old and lost his taste for fighting. It is well you say it in my tent, thou tulip. Yet this is a tulip that the Turks could not buy. Why should they wish to? Now, I will tell you what they pay me, and you will tell me if this is a servant's wages. They pay me, month by month, 100 golden guineas. 150 out.
Who told thee that? I have long ears. And a long tongue between them. 100, 150, what matters? It's a trifle. A trifle, which they take from a great box they have. In Aqaba. In Aqaba? Where else? You trouble me like women. Friends, we have been foolish. Auda will not come to Aqaba. No. For money? No. For Faisal? No. Nor to drive away the Turks. He will come because it is his pleasure. Thy mother mated with a scorpion. Make God your agent! Aqaba! C'était Peter O'Toole et Anthony Quinn dans Laurence d'Arabie de 62, 10 ans après Le Mur du Son, réalisé donc bien évidemment par David Lean. Et ouais, c'est vrai qu'on voulait parler de David Lean depuis longtemps et on est content d'avoir l'occasion de le faire à l'occasion de cette sortie de DVD. Et moi, c'est vrai que Laurence d'Arabie, j'ai dû le voir enfant et c'est même sûr que je l'ai vu. Mais c'est un de mes derniers chocs, mes dernières épiphanies en fait de spectateur depuis quelques années en fait. Quand je l'ai redécouvert en Blu-ray chez moi, en me disant bon bah comme on se fait de temps en temps, tiens on va se retaper un classique, ces grandes épopées hollywoodiennes ou un grand machin, et de me prendre ça dans la tête comme si j'avais 16 ans. Et c'était un choc à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'à la fois je me prenais un film dans la tête qui était d'une puissance d'évocation et une puissance visuelle et presque d'une puissance surhumaine qui le rapprochait d'un film comme 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire en termes de puissance cinématographique on est pour moi à ce niveau-là carrément. Et c'est surtout qu'en voyant le film, enfin non pas surtout mais en plus en voyant le film j'avais l'impression de découvrir en fait la source et la pierre de Rosette de tout le cinéma qui allait venir, et particulièrement tout le cinéma américain des années 70 qui est évidemment très fondateur de ma cinéphilie à travers tout ce que j'ai pu découvrir à travers tous les films avec qui j'ai grandi, non pas que j'ai grandi dans les années 70 mais c'est forcément ces films-là qui m'ont le plus marqué étant adolescent ou jeune adulte, et de voir dans le Laurence d'Arabie un film qui est qu'on pourrait croire, et c'est aussi le but de cette émission aussi de remettre un peu, d'essayer de remettre un peu David Lean au centre des choses, et je pense que c'est vraiment important parce que j'ai le sentiment et justement mon attitude en mettant le disque de Laurence d'Arabie dans mon lecteur, c'était un peu on va au musée en fait, on va comme on met Ben-Hur, comme on met le Cid, comme on met Cléopâtre, comme on met ces grandes épopées, c'est un peu des films qui font partie du cinéma de ces années 50 qui ont vraiment fait beaucoup pour les rediffusions télévisuelles aux périodes de Noël, pendant les fêtes, ces films de 3 heures, des grandes épopées, mais qui est associé au studio hollywoodien qui tente de contrecarrer la télévision, enfin quelque chose, tu vois, la machine hollywoodienne. Complètement, quoi. La machine hollywoodienne. On un peu à ça, alors que carrément. C'est une erreur, et c'est vrai que dans les années 50, t'avais vraiment ça, c'est toutes ces grandes productions-là, on l'a déjà dit et redit, c'est vrai que c'est dans les années 50, années 60 plutôt même, c'est vraiment ces années où le cinéma hollywoodien essaye de contrecarrer la télé, où finalement l'image qu'on peut se faire d'un film hollywoodien, elle est née dans ces années-là, c'est-à-dire la super production avec un casting international, du fric partout, justement pour contrecarrer un peu le petit écran. Et pour moi, Laurence d'Arabie, je le mettais dans un même sac avec Ben-Hur et compagnie, ces gros machins. Et en le voyant, j'ai été complètement soufflé par vraiment, d'une part, comme je disais, sa puissance, et surtout disons que ça me paraissait complètement allié, cette générosité formelle propre à ces superproductions hollywoodiennes, c'est-à-dire vraiment un truc rutilant, magnifique, mais vraiment, je vais ouvrir une parenthèse, mais surtout ne regardez surtout pas ça dans un RIP de 720p ou dans un DVD, il faut acheter le Blu-ray et matez-le, quoi. Enfin, faut le voir. Le film a été restauré justement. Il faut le voir dans des conditions relativement optimales et en salle si vous pouvez. Je sais qu'à Paris en ce moment il passe, mais il faut le voir dans ces conditions-là. Il alliait vraiment cette générosité formelle-là et à la fois quelque chose que je trouvais complètement moderne au sens du cinéma de la modernité, c'est-à-dire une vraie opacité des personnages, une vraie retenue. Finalement, c'est presque Citizen Kane dans le sens où ça commence pareil, le personnage il meurt et il y a un journaliste qui va nous dire bon bah voilà, il donne
3 mots et puis le film va essayer que de poser une énigme qui ne sera jamais résolue, un peu comme Citizen Kane. Donc il y avait à la fois cette puissance figurative du cinéma classique et à la fois cet acquis de la modernité quelque part qui fait que on préserve le mystère à tout prix et que du coup le mystère il est toujours là quand on le regarde maintenant, et il y avait vraiment cette puissance là. Et pour l'aspect vraiment pierre de Rosette du cinéma, là en voyant le film on se dit bah oui mais effectivement Spielberg d'où il vient de là, George Lucas d'où il vient de là, Coppola quand il fait Apocalypse Now avec ce personnage aussi qui est une énigme, ce personnage de déserteur de l'armée, tout ça, ça vient de là aussi, et en fait George Miller, tous les Mad Max. Alors, effectivement je sais que c'est Série Z qui avait sur son blog posté justement une fiche, donc c'est Série Z qu'on avait invité, l'expert en Mad Max notamment, qu'on salue, et je sais qu'il porte très très haut Laurence d'Arabie, et il avait fait des repères justement un petit peu sur différents films, notamment Fury Road, mais pas que, voilà, des influences visuelles notamment que Laurence d'Arabie avait pu avoir sur une quantité voilà, de films qu'on retrouve jusqu'à justement Fury Road. C'est vrai qu'il y a des plans, et même en termes de musique d'ailleurs, je sais qu'il y a une séquence de Laurence d'Arabie, bah oui on est dans Fury Road quand Furiosa s'écroule dans le désert et hurle parce que sa terre a disparu. Et complètement. Et je pense que c'est un film en fait qui à force d'avoir été intégré au musée et finalement qui souffre peut-être d'avoir été un énorme succès commercial et un énorme Oscar. Enfin, il a remporté tous les Oscars. C'est le film de la télé, c'est le film rediffusé, complètement. C'est le film que tout le monde connaît, qui est rentré, enfin son nom en tout cas dans la culture populaire. Mais en effet, on laisse la statue du commandeur. C'est un petit peu ça. Et en fait, à force à le voir, c'était incroyable de voir à quel point plein de choses du cinéma d'après vient de là. Et non seulement plein de choses, mais aussi toute cette année 70 dont on parle beaucoup, tout le cinéma des années 70, avec cette fameuse trajet qu'ont emprunté beaucoup des cinéastes très importants de cette décennie-là, à vouloir terminer leur carrière, enfin pas à vouloir terminer leur carrière, mais au bout d'un moment, saisis par une sorte d'hubris, ont voulu faire leur grand projet, que ça soit Friedkin avec Le Convoi de la peur, que ça soit Coppola avec à la fois Coup de cœur, puis Apocalypse Now, que ça soit Cimino, Scorsese, Cimino avec La Porte du Paradis, Scorsese avec New York. Et on sent bien qu'en fait, tout ce que ces gens-là ont essayé de faire, en fait, alors qu'on dit souvent, voilà, eux, ce qu'ils ont apporté dans le cinéma hollywoodien, c'est les acquis d'un cinéma moderne, hérité de l'Europe et particulièrement des franges les plus hardcore de la modernité, c'est-à-dire le cinéma italien ou le cinéma de la nouvelle vague française, de vouloir insérer un petit peu des techniques de montage, des techniques de tournage légère, une approche plus brute du réel. Finalement, en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que ces gens-là, effectivement, ils ont apporté ça a été fondateur dans leur cinéphilie. Mais ce en quoi ils ont été marqués au fer rouge, c'est les films de la décennie qui les a précédés. Et les films de la décennie qui les a précédés, c'est effectivement ces superproductions dont on parlait, les Ben-Hur, le Cid, les Cléopâtre et tout ça, mais c'est aussi Laurence d'Arabie qui ne s'en cache pas, que ce soit Friedkin, Scorsese, Lucas, Coppola, ils ont tous, Spielberg évidemment, ils ont tous été marqués au fer rouge. John Milius, que j'ai pas cité, mais qui est ses fondateurs, on peut pas, Conan le Barbare, ça vient de Laurence d'Arabie, Le Lion et le Vent évidemment. J'aurais presque du mal à revoir Le Lion et le Vent, je pense maintenant, parce que c'est clairement un hommage sûrement trop appuyé à Laurence d'Arabie. Mais voilà, ils ont été marqués par ces films-là et ils ont voulu refaire à plein d'occasions, que ce soit pour Le Convoi de la peur, que ce soit pour La Porte du Paradis, une super production d'auteur comme David Lean avait pu la faire. Et c'est assez important parce que en fait c'est un point cardinal de l'histoire du cinéma, David Lean, qu'on a tendance maintenant à complètement oublier, à savoir que c'est quelqu'un qui a sûrement une importance formelle et un côté séminal dans toute son œuvre qui est voisine de celle de Kubrick par exemple. Kubrick, à un moment, le principal rival de Kubrick, c'était David Lean. Et ça, on a tendance à l'oublier. Par exemple, le fameux raccord très connu. C'est le vrai rival qu'il peut avoir, à l'époque où ils étaient relativement contemporains, en tout cas dans plusieurs de leurs films. À la fin des années 60, grosso modo, parce voilà. que c'est à ce moment-là que Kubrick, justement, avec son 2001, va s'affirmer. Ça coïncide à peu près avec justement la fin de carrière entre guillemets de Lean, puisque dans les années 70, il est absent pour le coup. Ouais. Mais il laisse une trace, Lean, à ce moment-là. Oui, complètement. Il laisse la trace telle que je vais dire. C'est vrai que, par exemple, quand je citais Le
Convoi de la peur, la scène du pont dans le Convoi de la peur, c'est clairement une reprise de la scène de la tempête de la fille de Ryan. Hein. On a vraiment ce truc-là, cette volonté de tous ces cinéastes démiurges qui veulent vraiment dompter les éléments pour vraiment reconfigurer le réel pour que le réel ressemble à la vision qu'ils en ont. Toute une démarche qui est complètement à la David Lean, hein, dans Laurence d'Arabie, aller tourner dans des conditions absolument terribles en plein désert, mais finalement avoir complètement un contrôle absolu, ne pas du tout être dans une démarche documentaire, mais quelque chose de la recréation, quelque chose de profondément démiurgique. Il y a ça. Ce qui est le cas dans tous ces grands films, parce qu'on va y revenir, mais dans tous ces grands films américains, justement, dès le Pont de la rivière Kwai, on retrouve exactement ça. Hein. Complètement. Il y a des morts quand même, enfin il y a au moins un mort sur le tournage, tout le monde tombe malade, enfin, c'est Apocalypse Now justement, le tournage du Pont de la rivière Kwai, et on retrouve ça ensuite aussi sur le Docteur Zhivago et sur la fille de Ryan bien évidemment, où tu as des tournages qui prennent un temps fou, hein, déjà ça se compte en années. Hein, Laurence d'Arabie, c'est plus d'1 an de tournage, il me semble. Et juste pour raconter cette anecdote que je trouve superbe, c'est que Stanley Kubrick, quand il invente ce raccord que tout le monde connaît de l'os qui bascule du premier chapitre de 2001 au second de l'os qui devient un satellite, c'est la réponse de Kubrick à David Lean du fameux raccord de l'allumette avec le soleil couchant. Et c'est en ça, en fait, je crois que c'est Spielberg qui disait, ou il me semble peut-être que c'était John Milius qui disait, je connais pas un seul cinéaste qui ne s'agenouille pas devant David Lean. Et c'est peut-être que David Lean, en fait, a été plus connu et réputé chez les cinéastes même que chez les critiques, du fait même que la critique, et on en est aussi la preuve, aime bien les causes perdues, en fait, et que David Lean n'a jamais, de son vivant, été une cause perdue, si ce n'est pour La fille de Ryan en 70, mais ça n'a pas été une cause perdue parce que c'était quelqu'un qui a quasiment toujours connu le succès jusqu'à Laurence d'Arabie, ou non, jusqu'à Docteur Zhivago, me semble-t-il, c'est ça. Docteur Zhivago, c'était un gros succès aussi. Un énorme succès. C'est la fille de Ryan, mais on y reviendra sans doute plus tard, mais qui en 70 arrive au mauvais moment, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut peut-être dire aussi maintenant, c'est qu'en effet, la fille de Ryan, il arrive au mauvais moment, on en reparlera. Mais comme la plupart des films de David Lean, si on les découvre aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de mal en fait à les dater. Complètement, ouais. On a beaucoup de mal à les dater, surtout dans la dernière période, parce que à la limite. Ces films anglais, à la limite, on peut. C'est-à-dire qu'il y a l'esthétique, c'est le noir et blanc, c'est un certain cadre qui fait qu'on peut les dater presque d'un niveau technique, en fait. Mais à partir du Pont de la rivière Kwai, moi, pour l'avoir revu, Pont de la rivière Kwai, c'est un film de 57. Non, je suis désolé, ça ressemble pas à un film de 57. Comme tu me le disais en antenne, on regarde les autres films qui ont été faits en 57, je suis désolé, mais il dépasse tout ça. Ça pourrait être justement une grande production des années 70 ou des années 80 en termes techniques, esthétiques. On s'y perd, et c'est la même chose pour son dernier film, hein, la Route des Indes, qui date pour le coup de 84. Et c'est difficile de se dire, voilà, c'est un film de 84, il est hors de cette période-là, quoi. Ce n'est pas un film des années 80. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est d'une sorte de souveraineté plastique chez David Lean, qu'on a souvent pris, parce qu'on l'a taxé beaucoup d'académisme, hein, du fait même que, comme je disais, c'est quand même quelqu'un, on a l'impression que il est aujourd'hui presque rentré au musée, et même de son vivant, voilà, à la limite, la critique, les attaques qu'il pouvait y avoir contre lui, c'était une sorte de démesure un petit peu académique. Mais en fait, on se rend bien compte à regarder ces films maintenant du côté de leur puissance complètement inaltérée. En fait, moi, j'ai rematé beaucoup de ces films des années 60 dernièrement avec mon fiston, et notamment les Ben-Hur et tous ces grands péplums, ou soit de William Wyler ou de Cécile B2000. C'est hallucinant de voir la différence avec un film comme Laurence d'Arabie. Enfin, Ben-Hur, moi j'aime bien, hein, la scène de char, c'est super, mais Ben-Hur, clairement, ça, on a un film qui est complètement académique, enfin qui ne raconte pas grand-chose, qui n'a rien de personnel, surtout. Je pense que c'est la grande différence. Ben-Hur, d'ailleurs, il y a plusieurs réalisateurs qui vont venir s'acoquiner, parce que finalement on suit un cahier des charges, comme beaucoup de ces grosses productions, il y a un cahier des charges, et le réalisateur a beaucoup de mal dans tous les cas à y apporter sa patte. La grande différence avec un film de David Lean, c'est que justement c'est un film de David Lean, même s'il s'en défend, s'en est toujours défendu. David Lean, pour rentrer un petit peu dans le côté bio, parce que du coup j'ai été lire sa biographie de Kevin Brownlow, que je conseille pas forcément, parce que c'est pas facile à lire, hein. C'est bourré d'informations sans qu'il y ait un réel tri là-dedans, c'est très long, c'est assez indigeste finalement, mais ce qu'il en ressort énormément, c'est que David Lean, lui, s'est jamais considéré comme un artiste à proprement parler, ou comme un auteur. Il se considérait plutôt comme un traducteur.
un grand technicien. C'est pour ça qu'il a commencé le cinéma, grosso modo, parce qu'il était monteur. C'était un très grand monteur, le plus réputé d'Angleterre dans les années 30, le mieux payé aussi d'ailleurs très très vite. Il était payé d'ailleurs de façon complètement excessive pour un monteur. Donc il a embauché en tant que technicien par un célèbre dramaturge, Noel Coward, qui veut adapter ses pièces au cinéma, et il engage David Lean pour faire technicien en tant que réalisateur, mais technicien quoi. Et David Lean se rend bien compte que voilà, le cinéma de toute façon c'est ça son truc. Et quand il parle d'être un traducteur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, il lui faut absolument un scénario parfait. Il va passer énormément de temps sur tous ces scénarios, même si il est jamais crédité à proprement parler à l'écriture de ses films. Il reçoit un papier et c'est lui qui va retravailler tout ça, et il faut que chaque ligne soit parfaitement écrite avant qu'il commence le tournage. Et lui, son travail, ça va être de traduire ça. Il l'explique très très bien. C'est que voilà, j'ai un scénario, j'ai un texte. Moi, mon travail, c'est de trouver une manière cinématographique de traduire tout ça en fait. Il aime pas les dialogues, il aime pas les séquences de dialogue. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver une manière cinématographique de traduire tout ça. C'est super important. Moi, quand je lisais tout ça, je pensais tout de suite aussi à Sergio Leone en fait. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qu'on n'a pas encore mentionné, mais pour moi, ils sont aussi très très proches en fait quoi. Et donc voilà, pour revenir un petit peu rapidement sur sa bio, donc il commence un peu comme ça pour aider son dramaturge. Et il va assez vite quand même dans les années 40 essayer de s'en défaire. Il va aller chercher justement des grands auteurs pour raconter des histoires qui en valent la peine. En fait, il a cette quête-là un petit peu de trouver l'histoire qui vaut la peine d'être montrée sur grand écran et qu'on dépense son temps d'énergie, parce qu'il est investi à 200% sur un film. Il oublie sa famille. Il a évidemment été perçu par tous ses proches comme un être abominable parce qu'il est tellement investi sur ses films qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et donc il fait d'adaptation de Dickens. Et c'est vrai qu'on en arrive du coup assez vite à cette envie qu'il peut avoir, non pas d'indépendance, mais en tout cas de pouvoir maîtriser ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est tellement investi, encore une fois, il se donne tellement dans ses films, et il a vraiment envie de faire du mieux possible, qu'il va lui falloir en fait un certain pouvoir malgré tout, en restant en retrait. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas à l'époque, dans les années 50-60, ça reste un réalisateur star, parce que il va faire Brève rencontre, qui en Angleterre va être un énorme succès, et qui aussi, malgré, on n'en a pas trop parlé, mais qui a une grosse influence dans une certaine partie de la culture populaire, film qui va beaucoup de remakes, qui va être cité par beaucoup de gens en fait comme un grand film d'amour, même si c'est très triste en fait, Brève rencontre. Et voilà, il est extrêmement cité, c'est un gros succès populaire anglais et même international en fait. Et à partir après ça, justement, il va, au début des années 50, lancer sa propre boîte de production. Et je sais que c'est ce qui était dit dans la biographie de Kevin Brownlow. À ce moment-là, du coup, il a une liberté pour choisir un petit peu son sujet. Et lui, ce qui l'intéresse vachement, c'est pas forcément le film d'aventure, mais c'est l'explorateur en tout cas. C'est vrai qu'il y a quelque chose, cette quête de l'inconnu en fait. Ça, c'est quelque chose qui l'attire énormément, qui sera super important dans tous ses films suivants en fait. Cette quête de l'inconnu quoi. Et à cette époque-là, début 50, le territoire mondial a été un peu recouvert par les explorateurs. Il n'a pas envie de reproduire des choses qui ont déjà été vues, qui ont déjà été faites. C'est un truc aussi qui va être très important dans son cinéma, c'est de ne pas refaire quelque chose qu'on a déjà vu, ça sert absolument à rien. Et du coup, à ce moment-là, c'est la quête, non pas de la quête du ciel, en fait. Cette quête-là, en fait, quoi. Et ces grands explorateurs, vraiment cette quête de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a après ça. Et pour lui, c'était quasiment une autre dimension. Passer ce mur du son, c'était dépasser quelque chose. Et du coup, on allait vraiment aborder aussi dans le film des personnages qui avaient cette espèce de croyance, c'est-à-dire que c'était un mélange justement entre de grands techniciens, c'est le portrait d'un cinéaste quasiment qu'il est en train de faire à ce moment-là, un grand technicien, mais qui a une espèce de croyance et qui a une envie d'absolu en fait, et il sait pas du tout où ça va le mener. Ouais, c'est vraiment la grande thématique de Lean à partir du mur du son, je pense. Après, j'ai pas, il y a quelques films de lui que j'ai pas vu, notamment ses adaptations de Dickens, mais clairement, et ça c'est pas mal dit dans les bonus du DVD du mur du son par Tavernier ou par Torre lui-même, que c'est vraiment le film pivot de toute la filmographie de Lean. C'est-à-dire le moment où il va passer presque des comédies romantiques ou des drames ou des mélodrames. Je le dis sans mépris aucun. Non, parce
Parce qu'en plus, il y a vraiment déjà des grandes idées de mise en scène dans ses films précédents. Complètement. Il investit, il va influencer, par exemple, même dans Les Grandes Espérances, sa scène d'intro va influencer tout un pan du cinéma d'horreur, par exemple. Ça, je veux bien le croire, parce que même en regardant Brève Rencontre, on pense au plus brillant exemple de la comédie américaine et tout ça, en termes d'idées de mise en scène, ça regorge d'idées, c'est assez hallucinant. Mais par contre, il y a une différence d'échelle qui va vraiment se formuler avec comme pivot le mur du son, et avec l'installation assez radicale de la grande thématique qui va être celle qui va l'accompagner pendant tout le reste de ses films. Alors j'ai pas vu la Route des Indes, mais c'est ces personnages, comme tu le disais, qui sont une soif d'absolu, ou en tout cas qui sont traversés par l'idée ou habités complètement par l'idée d'un aboutissement qui leur échappera ou auquel ils accéderont, mais souvent ça sera quand même une sorte marquée par une certaine amertume, par l'amertume de l'échec, hein. C'est le cas de Laurence d'Arabie, effectivement. Quelque part entre l'amertume, la mélancolie, il y a un sentiment comme ça qui est amer, en tout cas. Complètement. Mais... Et moi je pense, en plus le mur du son c'est vraiment intéressant là-dessus, parce que si on veut le voir comme un film pivot, donc effectivement tu l'as dit, c'est un film qui va se mettre en place, c'est le film séminal qui a donné L'étoffe des héros plus tard, quand on parlait que David Lean c'était la source de tout un cinéma des années 70. L'étoffe des héros de Philip Kaufman, c'est carrément, ça vient du mur du son, en reprenant une esthétique qui serait plus propre à David Lean d'après d'ailleurs. Probablement, vraiment beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup, non pas flamboyant, mais avec une différence d'échelle, alors que le mur du son est très intéressant là-dessus, parce que ça commence, le mur du son, d'une façon presque badine, presque de l'ordre de la comédie, d'une comédie romantique, avec des effets de quiproquo. Il y a une très belle déclaration d'amour un peu contrariée qui vient vraiment, il y a un ton badin, un ton vraiment badin au tout début, et qui va être, et c'est comme si le film allait au fur et à mesure, et très vite d'ailleurs, être parasité par ce qui allait habiter tout le cinéma de Lean après, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où le personnage a fait sa petite déclaration d'amour, se marie, où là on est dans quelque chose d'assez frais, vraiment de très très léger, comme ces sortes de comédies pétillantes un petit peu à la Lubitsch ou à la Capra, ou quelque chose de très américain comme ça, mais qui est aussi propre au cinéma anglais. Et d'un coup il va passer dans une usine, il va entendre le son d'un moteur, et je sais plus s'il y a le fameux thème musical qui arrive à ce moment-là, où là la thématique de l'obsession va apparaître, et c'est-à-dire que tout ce qui va être de l'ordre des choses terrestres, de l'amour, des contingences matérielles et tout ça va être mis au second plan par rapport à une aspiration beaucoup plus grandiose portée par le personnage principal. Donc là, dans le mur du son, ça va être ce personnage qui va être aussi confronté à son beau-père, qui lui est un magnat de l'industrie de l'aviation, et qui est porté par le rêve d'aller toujours plus vite et toujours plus haut. On devine que là on est je sais plus, c'est quelle année déjà? C'est presque contemporain, je crois, hein. C'est l'après Seconde Guerre mondiale, de toute façon, donc mais on est déjà loin de la conquête lunaire, on est 10 ans avant, voire plus de 10 ans, mais on voit bien que l'idée c'est ça, quoi. Enfin, c'est comme dans L'étoffe des héros d'ailleurs, il va falloir la prochaine frontière, vu que tout, comme tu le disais, tout le globe a été cartographié, la prochaine frontière c'est l'espace, et là on est déjà là-dedans, même si à aucun moment on est dans les années 50, on va évoquer qu'il va y avoir des fusées ou je sais pas quoi, mais l'idée c'est, on va déjà franchir cette barrière, le mur du son, qui est quelque chose d'invisible, et je pense que c'est vraiment, ça fait toute la force poétique du film aussi, c'est que c'est quelque chose qui est complètement invisible, et c'est quelque chose qui va faire vraiment la force de Lean dans tous ses films, à mon avis, c'est que, et ça c'est pareil, les bonus reviennent un peu là-dessus, c'est que finalement le film, il est très spectaculaire. Enfin, je veux dire, il y a une vraie force dans toutes les scènes d'aviation qui n'ont pas perdu, qui n'ont pas pris une ride en termes de spectacle. Hein. C'est-à-dire qu'on voit vraiment. Enfin, il y a pas de trucage. C'est des plans de nuages pris dans les avions et tout ça. C'est hyper beau, mais c'est en termes purement pictural et de valeur non pas documentaire, mais de beauté des espaces qui nous sont proposés, c'est vraiment magnifique. Mais en revanche, et ça c'est un truc qui va accompagner Lean pendant toute sa carrière, tout ce qui est de l'ordre du sujet du film, qui est finalement l'héroïsme de ces personnages qui finalement bravent la mort pour conquérir, pour franchir une nouvelle frontière, et qui vont mourir pour certains, cet héroïsme-là finalement est toujours filmé en creux. Et de la même manière, la mise en scène finalement
elle ne filme jamais vraiment frontalement l'héroïsme. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant dans Laurence d'Arabie, parce que on peut faire le test de demander à tout à chacun, Laurence d'Arabie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des scènes de bataille incroyables, c'est épique complètement, c'est un truc de fou. De Maurice Jarre. Il y a un truc, il y a des grosses scènes de baston, mais dans Laurence d'Arabie, il y a quasiment pas de scènes de bagarre. En fait, il y en a évidemment, mais il n'y a pas de grosses batailles. En fait, David Lean, il est expert. C'est un gros paradoxe, et c'est ce qui fait sa force, c'est que en fait, il ne filme, il a une générosité formelle indéniable. C'est le plus grand peintre, le plus grand cinéaste là-dessus en termes de beauté d'image, mais en fait, en termes de pur spectacle, de spectacle sur l'action propre qui fait le centre de ses films, finalement, il y a très peu de ça. En scène de bataille, dans Laurence d'Arabie, il y en a très peu. Il y a l'avant, il y a le début, il y a l'après, mais la bataille en elle-même, finalement, il n'y a pas. L'exemple le plus connu, c'est Dr Zhivago, justement, le massacre pendant la manifestation. Et plutôt que de filmer le massacre, en fait, on a un gros plan, enfin un plan qui se resserre sur Omar Sharif, qui regarde tout ça, et puis on entend hors champ, justement, le bruit des épées, des gens qui hurlent et tout le bordel. Et ça, il y revient aussi d'ailleurs dans un documentaire qui est disponible sur YouTube, qui dure 2h20 sur David Lean, que je conseille, qui a été fait pendant la réalisation de La Route des Indes, justement. Donc c'est bourré aussi de scènes pendant le tournage de La Route des Indes, donc c'est assez fascinant de le voir travailler avec les acteurs, des choses comme ça, et il revient sur ce genre de questions. Et encore une fois, par exemple, ce genre de choses, il l'expliquait, des batailles, on en a vu déjà au cinéma. La violence, lui, il aime pas ça, déjà, en premier lieu, ça vient visiblement de son éducation Quaker, les amis, voilà. Mais il aime pas ça, et puis il a pas envie de reproduire des choses qu'on a déjà vues. Les batailles, on a déjà vu. Par contre, voilà, c'est ce qu'il expliquait pour Dr Zhivago, ce regard d'un homme qui va être transformé par ce qu'il est en train d'observer, qui est un massacre total, ça, pour le coup, lui, il l'avait pas encore vu, quoi. Et je pense que ça c'est une leçon qu'a sûrement retenu un petit peu Spielberg. Moi, j'ai toujours été marqué chez Spielberg par le fait que chez Spielberg, il y a une très grande place. C'est pareil, Spielberg, il est considéré comme étant quelqu'un qui... Le spectacle total, le cinéaste du spectacle total. Mais là où il est très fort, Spielberg, c'est dans la suggestion, dans la litote et dans la métonymie. C'est-à-dire que des figures de style... là, c'est des figures de style littéraire, mais dont on peut trouver des équivalents cinématographiques, mais qui considèrent toujours à finalement de dévier le regard, de toujours montrer de billets, ne jamais montrer frontalement, toujours montrer les effets plutôt que la cause. Donc que des manières de filmer de façon de ne pas montrer frontalement les choses. Chez David Lean, ce n'est que ça, en fait. C'est que ça, et très tôt, parce que dans Oliver Twist, justement, il y a une scène qui est très connue dans Oliver Twist, d'une femme qui se fait massacrer par un bonhomme, et ce qui va montrer David Lean, donc c'est dans un petit espace, elle est en train de se faire taper dessus, il va pas montrer ça, il va montrer un chien dans la pièce qui essaye de s'échapper. Et il reste bloqué sur le chien qui essaie de s'échapper, mais la porte est fermée, et du coup, voilà, la scène, c'est ça, et t'imagines tout ce qui se passe en fait, et c'est vrai qu'à l'époque a priori c'est un peu nouveau en fait, surtout de faire vivre une expérience pareille, parce que tu ressens totalement en fait la chose, quoi. Ouais, complètement, et je pense que c'est d'autant plus fort que effectivement, comme je disais, David Lean, à la manière de Spielberg quelque part, enfin il y a beaucoup de points de correspondance et beaucoup de points de dissemblance aussi entre les deux cinéastes, mais c'est vrai que chez David Lean, d'après l'idée qu'on s'en fait d'être un grand metteur en scène de spectacle, on est halluciné à regarder ces films, à quel point justement il y a cette part, en fait c'est un cinéaste du visible, c'est un cinéaste qui filme le réel, dans le sens où il est vraiment allé dans la jungle, il est vraiment allé dans le désert, on sent qu'il y a une attention à avoir toujours être sur les lieux mêmes de son action, et de faire avec la nature pour vraiment l'imprimer, mais qu'au final, ce qui l'intéresse, c'est de filmer l'invisible en fait, ou en tout cas de filmer en tout cas l'intériorité de ses personnages, ça c'est sûr, mais aussi de toujours penser que la vérité de ce qu'il a à montrer, de toute façon, il n'arrivera à la montrer que par la suggestion, ou par ce qui est le plus important à montrer, c'est l'invisible, c'est ce qui se passe à travers ces personnages.
il prend les moyens du visible, mais jamais frontalement. Ça, c'est très marquant quand on regarde. Je parlais de Ben-Hur, j'ai toujours envie de comparer les deux, mais dans Ben-Hur, tout est littéral. Tout est littéral. Il y a une course de char, c'est littéral. Le personnage pense quelque chose, il le dit. Le film le montre. J'aime bien Ben-Hur, c'est pas pour vraiment casser du sucre sur ce film. Non, mais on a affaire à une même époque. Mais voilà, on est sur un domaine du grand spectacle. Et chez David Lean, et ça va l'accompagner dans toute cette seconde partie de carrière, on sent bien qu'il y a à la fois cette générosité formelle et aussi cette volonté de toujours prendre les choses de biais et au contraire de ne surtout pas montrer ce qu'on attend de montrer, parce que ça serait un petit peu lui ôter de l'importance, parce que ce qui est le plus important, c'est comment les personnages le voient ou le ressentent, et que c'est l'émotion de son personnage qu'il faut montrer, quoi. Avant de passer à autre chose et de faire une courte pause, je tenais à mentionner aussi le fait qu'aujourd'hui donc ressort en Blu-ray le Mur du son. C'était jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs justement l'un des rares films de David Lean avec La fille de Ryan qui n'était pas encore disponible en Blu-ray, notamment en DVD en tout cas de bonne qualité. Hein. Les précédents anglais étaient ressortis notamment en coffret chez Carlotta ou chez Elephant aussi. Hein. Donc on avait à peu près tout disponible, et puis ces grandes fresques, mis à part encore une fois La fille de Ryan, sont aussi disponibles. La route des Uns était sortie lui aussi chez Carlotta, je crois. Hein. Et celui-ci non seulement était indisponible, mais régulièrement en fait était un peu passé sous silence dans la carrière de Lean, parce que dans sa carrière anglaise justement on revient sur les Dickens, on revient sur les Coward, voire même le Summertime, enfin Vacances à Venise, des choses comme ça. Et celui-ci, moi, ça m'a surpris. C'était encore une fois dans le documentaire dont je vous parlais, qui est sur YouTube, là. Et où on parle justement de toute sa première période, sa carrière de monteur, même pour les actualités, tout bordel. Et à un moment, on zappe un petit peu plusieurs films voilà, je pense à Madeleine, qui est un film en effet pas, moi je m'a un peu ennuyé. Et puis Le Mur du son, on zappe pour arriver justement à Vacances à Venise, qui est son premier film en couleur, quoi. Mais grosso modo, Le Mur du son, justement, il est à peine mentionné et puis on le zappe tout de suite, quoi. Or aujourd'hui, moi, en découvrant aussi ce film-là dernièrement, bah, c'est sans doute son meilleur film anglais, justement, avant sa grande période américaine, quoi. Et je suis ravi que ça puisse ressortir et apparaître comme ça, mais par rapport au regard critique encore aujourd'hui, justement, par rapport à David Lean, je pense que justement il y a un gros travail à faire justement à ce niveau-là encore, quoi. Ah ouais, complètement. Moi je pense que c'est vraiment quand tu évoquais Mad Max Fury Road, qui est effectivement juste avant Laurence d'Arabie, ma précédente épiphanie cinématographique, de me dire mais c'est incroyable, quoi. Enfin c'est ça le cinéma, voilà. Mais effectivement, de toute façon, Laurence d'Arabie chez les cinéastes, et particulièrement les cinéastes de cette génération, celle de Miller, celle de Scorsese, celle de Spielberg, celle de Palma, de Friedkin et compagnie. Voilà, ça a été des cinéastes importants. Et effectivement, moi, on dira sûrement un petit mot de La fille de Ryan après la pause. Mais clairement, moi, quand je vois La fille de Ryan, je me dis, bah, si j'ai envie de montrer, de dire à quelqu'un, voilà ce que c'est le cinéma, à la limite, je lui montrerais ça. Je lui montrerais La fille de Ryan. Un certain type de cinéma. Un cinéma, justement, de la croyance, j'ai envie de dire. Un cinéma de l'image. Un cinéma qui croit en les vertus de la figure. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment l'écrin, voilà. Mais en tout cas, ça a atteint un point d'incandescence hallucinante sur une intrigue somme toute assez banale, hein, pour La fille de Ryan. Mais tous ces films, en fait, enfin moi j'ai encore regardé Laurence d'Arabie hier, j'ai pas tout regardé, mais pour préparer cette émission, mais j'ai dit mais ça t'entraîne, ça dure 3h30, mais chaque plan est prodigieux d'intensité, que ce soit le jeu des comédiens, la photographie, les mouvements de caméra, le montage, le son, tout. Enfin, je l'analyse même pas, c'est que je le regarde et je suis embarqué par un film qui est sidérant de puissance plastique, et où là on se dit bah ouais, si tu veux montrer ce que c'est le cinéma, bah tu montres un film de David Lean, quoi. On va faire une courte pause. Il s'agit d'un extrait tout d'abord du pont de la rivière Kwai, donc 57, et puis juste après un extrait de David Lean lui-même qui parle, extrait du documentaire donc David Lean Life in Film, je crois que ça s'appelle, où il revient sur une expérience traumatisante. Je la présente au cas où tout le monde ne parlerait pas forcément l'anglais, même si David Lean fait de gros efforts pour être très compréhensible, où il revient sur un épisode complètement traumatisant qui fait suite à la sortie de La fille de Ryan, justement, et qui l'empêchera de faire du cinéma pendant de nombreuses années. On y reviendra juste après, bien entendu.
Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas donné ordre de faire halte. On en a tous besoin. On est encore à 5 heures de marche de l'objectif, en allant vite. Peut-être à 6. Avancez. Si vous continuez à marcher, vous allez perdre tout votre sang. Oui. Vous allez me laisser ici. Si vous ne continuez pas, nous non plus. Vous ne pourrez pas observer les abords du pont s'il fait déjà nuit. Il faut que vous arriviez avant le coucher du soleil. Mon commandant, une fois le travail fait, rien ne dit qu'on pourra revenir par le même chemin, ou même si on revient, qu'on vous retrouvera. Si vous étiez dans ma situation, Joyce, je n'hésiterais pas à vous abandonner, vous le savez parfaitement. Il ne le sait pas, mais moi je le sais. Vous abandonneriez votre mère si le règlement le voulait. Continuez sans moi. C'est un ordre. Shears, vous prendrez le commandement. Je n'obéirai pas à cet ordre. Vous me faites mal au ventre avec votre héroïsme. Il y a quelque chose qui pue la mort sur vous comme si vous la trimballiez dans votre barda. Les explosifs et les pilules de mort, ça va bien ensemble. Et pour vous, c'est l'un ou l'autre. Faire sauter un pont ou vous faire sauter vous-même. Cette guerre, c'est une partie de plaisir. Vous et le colonel Nicholson, vous êtes les deux mêmes. Fous de courage. Et pourquoi? Savoir mourir noblement, savoir crever dans les règles. Quand la seule chose importante, c'est de savoir vivre comme un être humain. Je ne vous laisserai pas crever ici, Warden. Parce que je me fous pas mal de votre pont, comme je me fous de vos règlements. Si nous devons continuer, nous continuerons ensemble. As I remember, there was a particular savaging of Ryan's daughter and yourself at the old Gonquin Hotel in New York. Oh, yes, there was. There's a kind of, I'm not quite sure what they call themselves, but it's a critics circle. And they have weekly or monthly full buffets. I sensed trouble from the moment I sat down, and Richard Chickle started off by saying, Mr. Lean, could you please explain to us how the man who directed Brief Encounter could produce this, and I've forgotten what word he used, but it meant rubbish, disgusting material, etc., etc., etc. And it carried on from there. And they're very, you know, they're very good with their tongues. And I was there for about 2 hours. And Pauline Kael's is pretty sharp-tongued. And they just took me to bits. And in the end, I remember saying, I don't think you ladies and gentlemen will be satisfied until I do a film in 16mm in black and white. And Pauline Kael said, no, you can have colour. That was the end of it. Horrible. It really quite had an awful effect on me for several years. In fact, I didn't want to do a film again. Did that specific evening have such an effect that literally for several years that was one of the factors, because you hadn't made another film for about 14 years, but that was one of the factors preventing you making another film? Oh, certainly. If you get, as I had, on Zhivago and on Ryan's daughter particularly, the sort of notices I had, you begin to think that maybe they're right. And I thought, why on earth am I making films? I don't have to. And I didn't for a bit. It shakes one's confidence, terribly. I find it very difficult directing movies. And one's awfully easily shaken, Movies have been my life. I love being behind a camera. I love putting images up on a screen. I get a tremendous kick of seeing a sequence cut. I'm in the middle of it now, putting music to a film, getting the dialogue, balance right. I find it immensely exciting. It's been my life.
pour tous ceux qui ne parlent pas anglais, malheureusement, je vais rapidement quand même revenir sur ce que David Lean vient de raconter. Donc, c'est un documentaire qui date de 85 et il revient sur une expérience traumatisante. Kevin Brownlow en parle aussi assez bien, pour le coup, dans sa biographie de David Lean. C'est à la sortie de La fille de Ryan, donc un film qui sort en 1970. David Lean ne fera pas de film pendant 14 ans après ça, alors qu'il a quand même été assez productif, on va dire, même s'il a mis un peu de temps dans les 60 à faire ses films. Les tournages peuvent durer, comme tu le disais, pour Lawrence d'Arabie, 1 an et demi, un truc comme ça. Mais il a quand même été assez productif jusqu'ici. Et en 70, La fille de Ryan sort. On le disait, c'est un film exceptionnel de toute façon, mais c'est un échec notamment critique. Les critiques sont vraiment extrêmement violentes envers gros retour de bâton envers le film, alors qu'il sort de Dr Zhivago, de Laurence d'Arabie, qui étaient des gros succès populaires, les Oscars, tout le bordel. Là non, ça passe pas. Et David Lean un jour est invité à une espèce de brunch buffet, comme il dit lui, qui est apparemment une bande de critiques new-yorkais, qui étaient les plus influents des États-Unis à ce moment-là, organisent régulièrement. Ils invitent un réalisateur à huis clos, c'est pas un truc public, et puis du coup ils leur disent leur cas de vérité. Parmi eux notamment Pauline Kael, dont on avait déjà parlé, qui est vraiment une des critiques les plus importantes de l'époque. Super critique d'ailleurs. Voilà. Et pendant 2 heures, David Lean, donc qui a quand même le tournage de La fille de Ryan a été extrêmement douloureux, très très long. Il était encore une fois extrêmement exigeant, de plus même peut-être que sur ses précédents films. Il a vraiment donné tout ce qu'il avait. Et pendant 2 heures, il en prend plein la gueule. On lui demande comment un type qui a pu faire Brève rencontre en arrive à faire cette saloperie de La fille de Ryan. On lui reproche notamment, alors qu'on est en 70, que c'est l'époque d'Easy Rider, du nouvel Hollywood, comment est-ce qu'on peut utiliser un budget pareil pour faire une si petite histoire en fait et raconter aussi peu de choses et pour un truc aussi laid presque, alors que quand même c'est dingue de revoir le film aujourd'hui et de dire comment on a pu considérer ce film comme laid. C'est le même genre de reproches qui ont été émis face à La porte du paradis de Cimino, Et donc voilà, ça dure 2 heures, ça se termine quand même avec cette phrase de Pauline Kael qui est, c'est vrai, assez drôle. David Lean leur demande, mais en fait vous serez jamais content, mis à part si je fais un film en 16 mm et en noir et blanc. Et Pauline Kael lui répond, non, vous pourrez avoir la couleur. et voilà, et ça l'a détruit parce que c'est ce qu'il raconte juste après. Il y a un moment, lui, il aime faire le cinéma, c'est sa passion, c'est ce qui le motive tous les jours, mais il n'en a pas un besoin, professionnel. Il fait pas ça parce que c'est un métier, il fait ça parce que c'est une passion. Mais si en effet, ce qu'il fait c'est pas bien, il n'y a pas de raison qu'il le fasse. Et ils ont réussi à le convaincre que ce qu'il faisait c'était pas bien en fait. Et donc du coup, il a pas arrêté le cinéma pendant 14 ans, mais pendant au moins 7 années, en effet, il a plus envie de faire de films. Ce qui l'a pas empêché de travailler énormément ensuite sur des gros projets, sur des gros scénarios, notamment Les Révoltés du Bounty. Il avait un projet d'en faire 2 films. Il y a travaillé pendant très longtemps. C'était à 2 doigts de se réaliser, produit par Dino De Laurentiis. Et Dino De Laurentiis fait partie des producteurs qui ont chié dans les bottes de David Lean. Sam Spiegel était le premier. Il a chié dans beaucoup de bottes. Ouais, Dino De Laurentiis, il a pas bonne réputation auprès des réalisateurs. Après, il a un sacré palmarès. Voilà, oui, mais bon, a priori, il a filouté pas mal de gens, mais comme Sam Spiegel, c'est peut-être le propre des grands producteurs, c'est de filouter tout le monde, mais ils arrivent quand même à faire des choses assez dingos, parce que Sam Spiegel, David Lean lui a reproché toute sa vie d'ailleurs, il a jamais rien touché visiblement sur Laurence d'Arabie. Voilà, c'est Sam Spiegel qui a tout pris dans ses poches. Bon, visiblement, David Lean se serait un peu planté quand même, puisqu'il aurait reçu des chèques tous les mois, mais vu qu'il livrait pas son courrier, il balançait tout à la poubelle. Et il était convaincu qu'il toucherait l'argent autrement, et il a jamais, en fait, peut-être ouvert les chèques qu'il a reçus. Donc ça se trouve, il a reçu de l'argent de Sam Spiegel. Ça, on le saura vraiment jamais, je pense. Mais bon, bref. Le fait est que, voilà, il a bossé notamment sur le Bounty, ça devait être en 2 parties, un truc assez mastoc. Et puis Dino De Laurentiis lui a chié dans les bottes. Et finalement, Dino De Laurentiis l'a refait ensuite avec notamment Mel Gibson d'ailleurs. Beaucoup plus tard quand même, 10 ans plus tard. C'était fin des années 70 quand même qu'il bossait sur le projet, donc ils ont fait ça dans les années 80, je crois, le Bounty. Il fera en effet La Route des Indes, qui lui tenait quand même à cœur, puisqu'il a vécu beaucoup en Inde. Il a beaucoup voyagé dans cette période, en fait, David Lean, où il faisait pas de film. Il a vécu beaucoup à l'étranger, et notamment, donc oui, en Inde.
Donc il fera son film en Inde, qui est super, La Route des Indes, hein, je le conseille, donc est en effet sorti chez Carlotta. Et puis il terminera sa carrière avec son projet Nostromo, adapté de Joseph Conrad. Mais voilà, il va mourir en 91. Donc le projet a été bouclé, et puis ils en ont fait un téléfilm plus tard. Bon, bref. Moi, je voulais revenir, puisqu'il nous reste un peu de temps quand même. On a parlé beaucoup, et à raison, hein, de Laurence d'Arabie. Je ne reviendrai pas sur l'importance de Laurence d'Arabie dans l'histoire du cinéma, et comme tu disais, voilà, l'influence que ça a pu avoir, et comment même ça a pu booster en fait le cinéma mondial, je pense, mais à un très très haut niveau. Hein. Comme tu disais, bah voilà, du coup après ça, on a des films comme 2001, et puis bah des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma qui ont bouleversé l'histoire du cinéma. Pour moi, il y a un film, même si en effet je conçois qu'il est beaucoup moins d'importance dans l'histoire du cinéma, mais qui reste sans doute mon préféré, même si j'adore aussi La fille d'Ariane par exemple. C'est vrai qu'on y est parvenu maintenant, mais j'espère bien qu'un jour il ressortira en DVD Blu-ray chez nous et qu'on pourra y revenir. Il y a un film, voilà, qui est sans doute mon préféré, que je peux revoir encore et encore, c'est Le Pont de la rivière Kwai, qui marque encore une fois, après Le Mur du Son, une certaine étape dans la carrière quand même de Lean, puisque c'est en effet sa découverte du cinémascope notamment, et du coup moi j'ai longtemps considéré Lean uniquement pour ces grands films là, justement en couleur, américain, en cinémascope, le spectacle à la Lean quoi en fait, et j'avais un peu de mal à aller me pencher vers les films anglais. Il a fallu que je m'attache vraiment au bonhomme pour aller voir ces films là, et je regrette pas, hein, bien évidemment, mais le Pont de la rivière Kwai, il représente pour moi quelque chose d'assez important. On est encore justement dans cette espèce, non pas de classicisme, parce que c'est pas du tout classique dans la construction, même si ça pourrait en avoir l'air, le Pont de la rivière Kwai, mais en tout cas voilà, de forme en tout cas un peu plus généreuse, j'ai envie de dire, que Laurence d'Arabie, qui est un film obscur avec un personnage dont on sait jamais s'il est bon, mauvais, fou, si on peut le suivre ou pas. Dans Le Pont de la rivière Kwai, on retrouve ce genre de personnage complètement. Ça annonce de toute façon tout ça, ce qu'il y avait déjà dans les prémices dans le Mur du Son. Mais malgré tout, on arrive beaucoup plus à s'y attacher. Et en le revoyant encore cette semaine, à chaque fois que je le revois, c'est de mieux en mieux, le Pont de la rivière Kwai. C'est parfait en termes technique, entre guillemets, c'est absolument extraordinaire, c'est magnifique, comme on le dit tout à l'heure. En plus, le film date de 57, ça pourrait être fait 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ça aurait pas été mieux fait, je pense. C'est le genre de film, ça serait absolument pour le coup scandaleux de tenter de refaire ce genre de choses, parce que ça pourrait pas être fait comme ça. Un tournage dantesque, une grande aventure, et des confrontations entre des personnages qui, moi, pour le coup, me parlent vraiment, et David Lean le disait très bien lui-même. D'ailleurs, on a un personnage, j'espère que tout le monde a vu le film, hein, mais le Nicholson, interprété par Alec Guinness, donc qui est un officier prisonnier par les Japonais dans un camp, qui doit se retrouver à construire un pont, et qui va décider de faire le meilleur pont possible en fait, quoi. Ce que personne ne peut comprendre, ces sous-officiers obéissent, ces troufions obéissent bien évidemment. Mais même en tant que spectateur, c'est très compliqué, même si on s'attache énormément au bonhomme, et puis on se rend compte qu'il fait vraiment du bon boulot, et c'est très très chouette à voir en fait. C'est voir quelqu'un construire quelque chose, et le faire du plus profond de son cœur, et s'y atteler, et se dire c'est peut-être la seule chose que ce type laissera sur terre en fait. Et du coup tu commences au fur et à mesure à le comprendre, et c'est la grande force du film, je trouve. C'est de toute façon, parce qu'il n'y a pas uniquement ce personnage là, il y en a d'autres. Et Lean, non pas s'amuse, mais en tout cas travaille beaucoup là-dessus, sur les changements de point de vue de ces personnages. Contrairement à Laurence d'Arabie, où voilà, on a un personnage principal, là on a plusieurs personnages principaux, notamment deux, qui vont tous les deux avoir une conception de leur métier, de la vie, tout simplement, en fait, qui est extrêmement différente. Et Lean parvient constamment, en fait, à nous balancer de l'une à l'autre. Et je sais que c'est pas évident à faire, c'est pas évident en tant que spectateur aussi d'adhérer en fait à ce genre de procédé, en plus dans un cinéma classique hollywoodien. Et là, ça a fonctionné du tonnerre de Dieu quand je l'ai revu cette semaine, en fait. C'est-à-dire que j'étais constamment baladé, je comprenais tout à fait ce bonhomme américain, William Holden, qui lui tente de s'enfuir, qui tente de vivre sa vie, qui est pas intéressé par cette guerre, qui comprend absolument pas l'héroïsme ou de mourir pour une cause ou pour un pont ou pour une connerie comme ça. Et puis cet autre bonhomme, pour le coup, qui paraît beaucoup plus fou, parce que du coup c'est limite de la collaboration ce qu'il est en train de faire, et en même temps on est face justement à un bonhomme qui enfin va pouvoir faire quelque chose, quoi. Et en fait de parvenir justement à
à faire ce qu'il va faire ensuite avec Laurence d'Arabie, avec des films beaucoup plus, pas ardus, mais à Laurence d'Arabie, on est parfois à deux doigts du contemplatif, par exemple. Ouais. Ça demande une exigence, de l'abstraction totale, ça demande une exigence finalement. Ça demande de s'y investir même pour pouvoir en apprécier toutes les subtilités. Dans Le Pont de la Rivière Kwai, on est au contraire dans un une main tendue, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose du spectacle, de l'aventure totale, en fait. C'est pour moi l'un des plus grands films d'aventure de l'histoire du cinéma, parce qu'on est vraiment entraîné, on est dans la jungle en plus, construction d'un pont, l'explosion d'un pont, des types qui s'évadent, enfin vraiment en termes d'action, on est à fond là-dedans, quoi. Très peu de dialogue, on est dans du pur David Lean, c'est-à-dire que dès qu'il peut faire une scène sans dialogue et raconter quelque chose sans aucun dialogue, il fonce, quoi. Et du coup, c'est bourré de séquences qui, en termes de mise en scène, sont extraordinaires, parce que justement on est baigné par l'action, mais pas du tout dans le contemplatif, c'est de l'action pure, mais sans aucun dialogue, en fait. Et là je me disais, mais c'est complètement brillant, et puis surtout, encore une fois, dans cet espace-là du cinéma classique américain, qui à cette époque-là est pas trop penché quand même dans ce genre de séquence, en fait. Et surtout quand c'est à ce point régulier dans un film, c'est ça que je veux dire. Et j'avais l'impression constamment, même si j'étais embarqué par le film et que j'avais du mal à prendre du recul, mais que j'avais vraiment derrière un vrai cinéaste qui tentait, comme il le dit, comme je disais, voilà, son boulot c'est traducteur. Et du coup, j'imaginais très bien au bout d'un moment, voilà, il avait un scénario là avec des idées, mais là d'un coup, paf, il en fait du cinéma de cette écriture, en fait. Il n'a pas besoin d'un dialogue pour nous raconter une histoire, et le dialogue est réduit vachement quand même dans Le Pont de la Rivière Kwai. Et là, on est entraîné dans un grand film d'aventure sans dialogue. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument merveilleux et surtout tellement rare. Et j'ai pensé à ce que le cinéma contemporain nous proposait, en fait. J'ai pensé énormément, voilà, à aujourd'hui, qui pourrait, parce que Kubrick est mort, Lean est mort, qui aujourd'hui dans le cinéma contemporain, en fait, pourrait être entre guillemets comparé, pas par nous, hein, mais par autre anglais. Alors, soit un autre anglais, je pense qu'il y en a plusieurs, hein, c'est pas... Ou un Canadien. Ou un Canadien. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, des gens pourraient oser comparer, voilà, c'est quoi l'équivalent aujourd'hui d'un David Lean qui fait Laurence d'Arabie, qui est capable de faire Le Pont de la Rivière Kwai. Oui, on se retrouvait du coup avec des gens qui nous citent des types qu'on n'aime pas et qui, je pense, sont absolument incapables justement de faire ce genre de film. C'est ton opinion. C'est mon opinion. Non, et c'est la mienne aussi, mais clairement, en fait, en termes économiques et en termes, je veux dire, économique au sens large, en termes économiques de statut au sein d'une économie d'un cinéma de divertissement, oui, c'est effectivement Christopher Nolan. Mais en termes, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un truc, moi, qui m'a marqué, si à revoir des lignes, c'est que je me souviens que c'est un truc qui m'a marqué depuis 10 ans, c'est que pour lequel j'avais trouvé une expression, c'est des films qui sont des limousines avec des moteurs de 2 chevaux, que j'avais une image qui m'était ressortie en sortant de There Will Be Blood, en me disant mais putain, ce film est rutilant esthétiquement, mais n'a pas grand chose à raconter, et c'est tout à fait une expression que je pourrais sortir pour tous les films de Nolan, la plupart en tout cas, d'avoir cette sorte de vision de grandeur, de cette sorte d'envie d'emphase, de ce grand écran, et d'envie d'être un David Lean. Et justement. En fait, clairement, je pense que la référence, le point cardinal, on cite souvent Kubrick pour Nolan, mais oui, effectivement, David Lean pourrait en faire partie. Et je serais même curieux d'avoir l'opinion de Nolan sur Lean. Je ne sais pas s'il le cite de temps en temps, mais il y a effectivement de ça. Et si on peut dire un mot sur La fille de Ryan, si on a un tout petit peu de temps, c'est effectivement quelque chose qui même aurait pu me gêner, en fait, dans La fille de Ryan. Parce qu'effectivement, à la limite, dans le Pont de la Rivière Kwai, on est dans le genre de film de guerre, il y a plusieurs personnages, il y a un contexte historique très important, voilà, donc effectivement cette grande forme, qui est d'ailleurs moins affirmée que dans Laurence d'Arabie, en termes de pure force d'abstraction presque de l'image. Cette grande forme de La fille de Ryan, c'est du grand, c'est un écran large, c'est des grands espaces, mais on reste dans un décor, on est quand même dans la guerre d'indépendance irlandaise, des choses de ce genre, hein. Enfin, il y a quand même... Mais en fait, La fille de Ryan, ce qui est hyper étonnant avec ce film, que j'adore, hein, comme je disais, je pense qu'il y a quelque chose
de l'essence du cinéma là-dedans, mais clairement ce que ça raconte, si on met de côté ce truc très annexe du contexte socio-historique, parce qu'on l'a pas dit, mais effectivement la base de Lean, c'est ça, hein, c'est de mettre le rapport entre le trajet, l'intime et la petite histoire et la grande histoire. Docteur Zhivago, c'est ça, voilà, Laurence d'Arabie, c'est ça, c'est toujours articuler l'intime avec les grands mouvements de l'histoire. La fille de Ryan, je pense que l'histoire qui concerne Lyra, c'est assez annexe dans le film. En tout cas, c'est un trajet, enfin c'est une histoire qui n'a pas trop de lien avec ce qui se passe, qui est plutôt une adaptation extrêmement libre de Madame Bovary, et qui a du coup quelque chose qui résonne très fort avec les obsessions de David Lean, hein. C'est-à-dire Madame Bovary, le bovarisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fantasme complètement la réalité et qui va s'y casser les dents, mais qui est très bien associé, une aspiration à l'absolu, une aspiration au transcendantal, et qui finalement mais qui est très bien associé avec justement la guerre, parce qu'en plus il parle de la guerre d'indépendance de l'IRA. La séquence finale, pour tous ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez arrêter tout de suite, mais moi la séquence de tonte de Rose dans la fille de Ryan m'a complètement bouleversé. Ah oui, non mais tout est bouleversant dans ce film. Et en fait, ce que je voulais dire pour finir, c'est qu'en fait, il y a une... je vois bien que je pourrais très bien dire de la fille de Ryan, y accoler les mêmes reproches que je peux accoler à tout le cinéma de Nolan, c'est de dire c'est une limousine avec un moteur de 2 chevaux. Parce que je me dis, mais ce que ça raconte, c'est quand même une petite histoire d'amour d'une nana qui se fourvoie un petit peu. Voilà, il y a un truc très petit et avec une forme qui est incroyablement, non pas flamboyante, mais qui est de puissance hallucinante. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'on va raconter cette histoire-là? À la limite, c'est comme si c'était un scénario d'un de ses films anglais qu'il avait mis en scène de façon... C'est pour ça qu'on a rapproché ça de Brève Rencontre. C'est pour ça qu'on a rapproché, et les critiques rapprochent ça de Brève Rencontre, hein, justement. Complètement. C'est exactement ce qu'on lui reproche à ce moment-là, en 70. Hein, c'est de prendre une histoire digne de ces films anglais des années 50, et puis là, d'un coup, d'en faire une de ses fresques. Complètement. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans un autre cinéma. Quand je parlais des grands ratages de tous ces cinéastes des années 70 qui ont une volonté de vraiment d'absolu coup de cœur de Coppola, qui est aussi un film hyper important esthétiquement, qui est aussi une sorte de pierre de Rosette du cinéma numérique, qui est aussi une histoire de banal adultère et tout ça, qui est mis en scène de façon absolument grandiose. Et là, pour le coup, le film n'est pas une franche réussite, mais il est très intéressant. Alors que La fille de Ryan me paraît en termes de ressenti, d'aboutissement total. D'aboutissement total, ouais, c'est bouleversant. C'est ça le truc de Lean, et c'est pour ça que moi, en effet, si un cinéaste à qui je dois le comparer, ce serait Kubrick. C'est que ces films ont presque un goût de la perfection, mais justement à partir de Laurence d'Arabie. C'est là où je voulais terminer peut-être moi sur ma déclaration d'amour pour le pont de la rivière Kwai. C'est que je me rends bien compte que le film n'est pas parfait malgré tout ce qui est génial. Le film n'est pas parfait, le pont de la rivière Kwai. Justement, il n'est pas arrivé à cet aboutissement, à cette espèce d'absolu qu'il va avoir avec Laurence d'Arabie. Mais cette espèce de... ces petits défauts dans l'écriture ou dans certains personnages, certains acteurs peut-être... lui offre en fait une forme de force qui dans le pont de la rivière Kwai, je pense qu'il serait presque d'accord avec moi, David Lean. J'ai pas envie de changer quelque chose finalement malgré ses défauts, alors que, et c'est les propos même de Lean, dans Laurence d'Arabie par exemple, on atteint un tel niveau de perfection que du coup le moindre détail en fait peut faire défaut. Et lui par exemple, il était un peu déçu de l'apparition d'Omar Sharif, Le Mirage. En le revoyant en 85, il disait bah oui, mais cette scène-là, par exemple, j'ai fait un plan de coupe. C'est la scène une des scènes les plus connues. C'est une scène les plus connues de l'histoire du cinéma. Et lui disait si je devais refaire ça aujourd'hui, je ne referais pas pareil parce que là je fais un plan de coupe, j'aurais dû laisser ce plan en entier. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur à ce moment-là. J'aurais dû laisser ce plan en entier. Donc voilà, il y a des films comme ça sur la fin de sa vie où il dit mais non mais voilà, il y a des films que j'ai envie de les retoucher, j'ai envie de modifier telle ou telle chose. L'un des films auxquels il avait pas trop envie de toucher, c'était Le Mur du Son justement. Ouais, mais en tout cas, il faut se précipiter sur les films de David Lean, parce que c'est des films qui sont...
Enfin, moi je trouve, enfin c'est peut-être qu'une expérience strictement personnelle, mais je me dis, mais revoir ça aujourd'hui, je trouve ça complètement dingue. Et ça fait beaucoup de bien. Et je me dis, c'est vraiment fou de se dire à quel point, là c'est la puissance du cinéma en termes strictement, enfin de langage cinématographique, de recréation démiurgique du réel, complètement dingue. On arrive à un point vraiment extrême, quoi. Alors pour terminer, on en a déjà un petit peu parlé, mais cette édition du Mur du Son, donc dans la collection Make My Dead de Jean-Baptiste Thoret, présente quand même des bonus exceptionnels. Il y a d'autres Blu-ray de David Lean, hein, notamment Laurence d'Arabie qui présente des bonus, énormément de bonus, et sans doute des très très bien d'ailleurs. C'est vrai que quand on regarde par contre la liste des bonus du Pont de la Rivière Kwai ou de Laurence d'Arabie, ça peut un peu faire peur parce qu'il y en a une quantité folle, on a l'impression d'être face à un Star Wars. Là pour le coup, il y a une réduction, il y a 3 bonus sur le Blu-ray, une présentation par Jean-Baptiste Thoret du film, une interview de Bertrand Tavernier qui dure 1 heure, qui est absolument superbe, où pour le coup, voilà, tout ce qu'on a pu dire, voilà, il le fait beaucoup mieux que nous sans doute. Et c'est vraiment, faut se jeter là-dessus. Et puis un document, je sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ça, qui date de la fin des années 50, après le Pont de la Rivière Kwai, où David Lean se fait interviewer par je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est super, qui met les pieds dans le plat, qui revient avec lui sur tout ce qui peut poser problème et sur sa conception du cinéma, sur comment il travaille. Ça dure 1 demi-heure, c'est exceptionnel l'entretien qu'il a avec, et ça résume, je pense, un peu de toute façon tout ce qu'on vient de dire. Il le fait beaucoup plus court que nous parce que voilà, il parle très très bien comme bonhomme, et il faut se jeter justement sur les entretiens qu'il a pu donner, qui n'étaient pas très nombreux, mais il revient sur ce rôle de traducteur aussi là-dedans, je crois d'ailleurs. Il faut vraiment se jeter sur les bonus, donc encore une fois une édition qui vaut la peine d'être achetée dans les boucheries. Et carrément. Et il faut les voir vraiment, encore une fois, je le répète, mais regardez-les dans des bonnes copies. C'est surtout en plus des films qui finalement, de par leur netteté du 70 mm et leur profondeur de champ et leur absence de grains, en tout cas trop voyants, se prêtent très bien aux copies numériques Blu-ray. Et je sais que celle de Laurence d'Arabie est hallucinante. Et celle du Pont de la Rivière Kwai est superbe aussi. Pour le Mur du Son, c'est un film quand même de 52, donc on reste en noir et blanc de toute façon. Mais c'est vrai que les autres copies, et puis on attend donc du coup une belle sortie, peut-être par Warner un jour, s'il se décide, de La fille de Ryan. Il est temps de nous quitter. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Canal B ce samedi après-midi que demain dimanche à 21h à l'Arvor aura lieu une séance des films du dimanche soir proposée par nous-mêmes et puis en attendant Godard. Il s'agira de l'inspecteur Harry de Don Siegel, un film très à propos étant donné les conditions actuelles d'amour de la police qui sont déclamées un peu partout dans le monde. Vous êtes bien entendu attendus nombreux. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment sur le site de Canal B en podcast et puis sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, rien du tout, c'était un plaisir. Parfait, merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt, et on va se quitter avec un extrait absolument bouleversant du Pont de la Rivière Kwai, Alec Guinness sur son pont juste avant que ça pète. Beautiful. Yes, beautiful. A first-rate job. I had no idea it would turn out so well. Yes. A beautiful creation. I've been thinking. Tomorrow it will be 28 years to the day that I've been in the service. 28 years in peace and war. I don't suppose I've been at home more than 10 months in all that time. Still, it's been a good life. I love India. I wouldn't have had it any other way. But there are times, suddenly you realize you're nearer the end than the beginning. And you wonder, you ask yourself, what the sum total of your life represents. What difference your being there at any time made to anything. Or if it made any difference at all, really. Particularly in comparison with other men's careers. I don't know whether that kind of thinking is very healthy, but I must admit I've had some thoughts on those lines
from time to time. But tonight, last.